Les Rimba appartiennent à l'une des dernières tribus forestières de la planète. Leur empreinte sur la terre est légère. Ils ne font que l'effleurer. Ils vivent en symbiose avec leur forêt. Mais depuis quelques années, ils sont forcés de jouer à cache-cache avec les dangers qui les menacent, comme les feux, les coupes de bois et les plantations industrielles. Les Rimba, comme leurs semblables d'Afrique et d'Amazonie, sont les derniers survivants d'un monde en voie de disparition. Les forêts primaires où vivent ces hommes depuis toujours s'amenuisent de plus en plus vite. Et ces forêts désormais meurtries font aussi vaciller l'équilibre climatique de la Terre. C'est en Indonésie, dans la grande île de Sumatra au nord-ouest de Jambi, que les Rimba, malgré tous les dangers qui les menacent, continuent à vivre des ressources de la jungle. Pour eux, la terre et le soleil se tutoient depuis le début des temps et la moindre parcelle vivante fait partie du cosmos. Betaring est le chef de cette tribu, son chaman. De sa forêt, il connaît les secrets des arbres, les vertus des plantes, les ruses et les habitudes des animaux dont les Rimba se nourrissent. Pour Betaring, l'harmonie de son univers a basculé. Quelque chose a changé. En 1997, ce monde originel connut une sécheresse sans précédent et fut ravagé par de monstrueux incendies. Des fumées s'étendirent alors sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Les trafics aériens et maritimes furent paralysés. Les retombées massives des particules de fumée asphyxièrent des millions d'Indonésiens, de Malaisiens et de Singapouriens. Les satellites révélèrent l'ampleur du drame. Depuis, les informations qu'ils envoient au Centre national d'études spatiales, le CNES, sur l'état de cette forêt sont en permanence analysées par les scientifiques. Sur l'Indonésie, on peut acquérir de données quotidiennes végétation, donc qui permettent de dresser un état du couvert végétal de l'ensemble du pays, cet archipel d'îles indonésiens. Et donc, ces satellites permettent de repasser au-dessus d'un même point sur la Terre quasiment tous les jours. Ce qui est intéressant pour mieux comprendre l'évolution d'un phénomène à évolution rapide, en particulier les incendies. En fait, depuis plus d'une décennie, l'Indonésie semble être entrée dans une nouvelle ère. La sécheresse perdure. Et ce ne sont plus des incendies ponctuels mais chroniques qui embrasent Sumatra. Un jour, on remarque des changements dans son pays. Pourquoi la saison sèche dure-t-elle plus longtemps? Pourquoi la saison des pluies, qui a lieu traditionnellement pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, se décale-t-elle? J'ai commencé à me poser toutes ces questions jusqu'au moment où j'ai compris que c'était grave. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. La température a bien augmenté en 10 ou 15 ans. Nous sommes en saison sèche, mais il y a eu des pluies récemment. La saison sèche commençait en avril, mais regarde, même durant le mois de mai, il y a eu des pluies, il y a 3 jours. C'est ça, il y a 3 jours. Et ça, je ne me l'explique pas.
Les climatologues ont établi un lien entre le réchauffement climatique et ce récent renforcement des incendies. Face à cette nouvelle situation, un réseau international d'observation des forêts et des climats, le CIFOR, s'est créé sous la responsabilité des Nations Unies. Cette évolution se traduit par un certain nombre d'incidents et de signes, en particulier sur le plan des températures et de la pluviométrie. Ainsi, cette dernière n'est plus la même qu'avant. Elle change peu à peu. La forêt est notre domaine et elle nous donne tout ce dont on a besoin. Mais ça fait un moment qu'on est très inquiet. La forêt est toujours là, mais je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Est-ce que la forêt pourra encore faire vivre mes enfants? Effectivement, on a constaté une augmentation de la température de l'ordre de 0,2 à 0,6 degrés Celsius. Nous attribuons ce réchauffement à l'augmentation des gaz à effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel vital pour l'être humain. L'énergie solaire nous arrive en traversant la vitre gazeuse que constitue la couche atmosphérique, chauffant ainsi la surface de la Terre. Une partie de l'énergie est renvoyée dans l'espace, mais une autre partie est capturée par des gaz appelés gaz à effet de serre. Le gaz carbonique en est le principal composant. Augmenter la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est modifier le principe naturel de l'effet de serre. C'est augmenter la température moyenne du globe terrestre. Compte tenu de la quantité de gaz carbonique dégagée dans l'atmosphère par les activités humaines, le risque d'emballement des températures est réel. Si la hausse des émissions de gaz à effet de serre se poursuit au rythme actuel, les climatologues prévoient une augmentation des températures moyennes de la planète de 2 à 6 degrés, voire 10 degrés, d'ici à la fin du XXIe siècle. Cette rapidité d'augmentation des températures est sans précédent sur la planète. Une telle hausse est en passe de bouleverser l'équilibre de tous les écosystèmes. Nous, les Rimba, nous posons régulièrement la question de notre avenir aux dieux. Et les dieux nous demandent s'il y a encore des fleurs et des arbres qui les représentent. Lorsque nous leur disons qu'il n'y a plus beaucoup de fleurs dans la forêt, les dieux nous répondent que si les fleurs deviennent plus rares, alors l'avenir des Rimba est menacé. Forests are drier than they are used to.
Les forêts sont plus sèches qu'autrefois et de ce fait beaucoup plus fragiles. Le phénomène est double. Il contribue au changement climatique, mais il en est aussi le résultat. Les forêts jouent un rôle de régulateur climatique très important parce qu'elles emmagasinent de grandes quantités de carbone. 6, 7. Voilà. Je les plie. Et maintenant, on va à l'arbre. Les forêts jouent un rôle de régulation par des échanges thermiques et des échanges d'eau, également par des échanges de carbone, puisqu'en fait, par le jeu de la photosynthèse et la respiration, les forêts échangent du carbone avec l'atmosphère, mais globalement, ont tendance à puiser le carbone de l'atmosphère pour le stocker dans le bois. Vous voyez cet arbre-là? Je l'ai choisi car il est sacré. Je vais utiliser son écorce pour fortifier l'enfant qui vient de naître. Sur les 7 feuilles que je viens de plier, je vais mettre de la poudre d'écorce. Il faut frotter l'enfant avec cette poudre sur la tête, sur le ventre et sur les jambes, sur tout le corps pour qu'il soit bien fort. Quand je prends l'écorce, je dois me mettre le dos au soleil. À cette heure de la journée, le soleil est trop bas. Il faut faire attention à ça. Ça peut être de mauvais augure pour l'enfant. Quand le soleil se couche, ça veut dire qu'il est en train de mourir, et alors l'enfant risque aussi de mourir. Pour nous, les Rimba, l'univers, c'est la forêt. Mais là, au-dessus des arbres, il y a le cosmos avec le ciel et le Dieu Soleil. Globalement, ce rôle de régulateur, ce poumon vert, comme on dit, de la forêt, finalement, est mis en danger par la disparition du couvert forestier dans le monde, et notamment dans ce rôle de fixation du carbone. Pour vivre, un arbre a besoin de l'énergie solaire qu'il reçoit, de l'eau qu'il contient et du gaz carbonique qu'il capte dans l'atmosphère. Énergie solaire, eau et gaz carbonique se transforment en glucose qui libère alors de l'oxygène dans l'air. Par ce phénomène chimique de la photosynthèse, les arbres produisent de l'oxygène et stockent du carbone. La végétation et les sols des forêts contiennent plus du tiers du carbone terrestre. Grâce à eux, la terre respire et le climat se stabilise. Si un arbre est coupé, c'est un émetteur d'oxygène et un capteur de gaz carbonique qui disparaissent. Quand un arbre brûle, c'est en plus tout le gaz carbonique qu'il contient qui est rejeté dans l'atmosphère. Ce phénomène accentue le réchauffement climatique. Global warming will increase the probability by Le réchauffement climatique va accroître les risques de sécheresse dans la région. D'autre part, dans la zone équatoriale, le phénomène El Niño tend à amplifier à la fois l'intensité et la fréquence du réchauffement climatique. El Niño est un phénomène océanique naturel qui se produit à peu près tous les 4 ans dans la partie équatoriale du Pacifique entre Asie et Amérique. Lorsqu'il survient, les températures de surface de l'océan restent anormalement chaudes sur l'est du Pacifique, au niveau du Pérou. Cette chaleur excessive inverse la trajectoire des courants et des vents. Les pluies normalement portées vers l'Indonésie sont au contraire aspirées vers l'Amérique latine.
Il en résulte des conditions de sécheresse pour l'Indonésie, ce qui favorise les incendies. Lorsque le El Niño se produit, un phénomène d'ailleurs qu'on arrive à parfaitement suivre depuis l'espace, non seulement sur la température de la mer, de l'élévation du niveau de la mer entre l'Est et l'Ouest, entre les côtes péruviennes et puis l'Asie du Sud-Est. On observe parfaitement la diminution du régime des pluies sur l'Asie du Sud-Est et puis l'apparition des incendies. En 1997, la température des eaux équatoriales du Pacifique Est augmenta de 5 degrés Celsius. Avant, El Niño existait déjà, mais sauf de manière très épisodique, il atteignait rarement une intensité aussi forte qu'aujourd'hui. Maintenant, on a des épisodes de sécheresse prolongée qui peuvent durer des mois. Et par exemple, en 97-98, les incendies ont duré quasiment une année pleine. En Indonésie, il y a un avant et un après El Niño 1997-1998. Au ravage des flammes s'ajoute le rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère que ces incendies provoquent. La quantité de gaz est tout à fait conséquente, mais elle dépend aussi de la quantité de carbone emmagasiné dans la biomasse avant qu'il ne brûle. Entre 1997 et 1998, les incendies de l'archipel indonésien ont augmenté la quantité mondiale de gaz carbonique dans l'atmosphère de plus de 50%, en émettant 1,5 milliard de tonnes de gaz carbonique supplémentaires. Il faut faire la différence entre la fumée et les émissions de dioxyde de carbone dues aux incendies. La fumée contient un certain nombre de composants chimiques et des particules. Si ces particules sont grosses, elles se redéposent tout près. Mais si elles sont très petites, elles peuvent être transportées beaucoup plus loin. C'est vrai qu'elles restent parfois en suspension dans l'atmosphère. Mais le dioxyde de carbone, lui, reste 200 ans en suspension dans l'atmosphère. Quand le soleil s'est caché, on n'a pas eu peur parce qu'on a compris que c'était à cause des feux. On a emmené les femmes et les enfants au fin fond de la forêt et on est revenu pour essayer d'éteindre les feux qui menaçaient nos maisons. Si la catastrophe prend toute son ampleur dans l'atmosphère, elle couve aussi dangereusement sous la terre. L'Indonésie compte 160 000 km², soit le tiers de la France, de tourbières formées de matière végétale en décomposition depuis près de 10 000 ans. En stockant de grandes quantités de carbone, les tourbières stabilisent le climat depuis des millénaires. La tourbe est composée de matières organiques très inflammables quand elles sont sèches. Et le drainage assèche les tourbières. C'est comme ça que l'on procède. On draine principalement pour pouvoir exploiter les terres. Après la déforestation, il faut absolument drainer pour cultiver. Si cet écosystème s'assèche et que les risques d'incendie augmentent, vous imaginez la quantité de carbone qui sera relâchée dans l'atmosphère.
La quantité de carbone emmagasinée dans les tourbières est nettement plus importante que celle stockée dans les arbres, ne serait-ce que parce que les tourbières font parfois 10 mètres de profondeur. Le gros problème de ces feux est que la tourbe brûle avec peu d'oxygène. On a donc des feux qui couvent en dégageant énormément de fumée, ce qui est bien pire que des incendies en surface. Le sol se consume en profondeur. La terre est exsangue. Les feux sont alors impossibles à éteindre et les incendies peuvent s'auto-alimenter pendant des mois. On avait pendant cette période difficile, en 97, des incendies qui se propageaient, donc des incendies souterrains qui émettent beaucoup de fumée. Les fumées sont visibles depuis l'espace, mais on n'a pas toujours les outils qui permettent de dire s'il s'agit d'un feu de cime, un feu de tourbe. Et globalement, l'espace nous procure un jeu d'observation, en temps quasi réel parfois, sur ces phénomènes. Et donc, on espère pouvoir mieux les anticiper à partir de ces observations. Les Rimba prennent toujours soin de contourner avec précaution les blessures de leur forêt et tentent de protéger ce qui reste de leur terre. Au départ, il n'y avait pas de forêt sur la terre. C'est le Dieu suprême qui a créé la forêt. C'est le Dieu suprême qui a planté les arbres. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, la forêt était bien plus dense qu'aujourd'hui. Elle s'étendait très loin, il n'y avait pas de frontières. Les villages de l'autre côté n'existaient pas encore, donc la forêt était vaste. Ça a commencé à changer à partir du moment où les hommes de l'extérieur ont commencé à couper du bois pour construire des routes et quand les transmigrants sont arrivés. On n'aime pas entendre les tronçonneuses. On sait qu'avec ça, ils détruisent la forêt. Mais on n'a pas peur d'eux, parce que s'ils viennent nous voir, on se battra. Malgré tout, nous, les Rimba, on ne sait pas comment on va pouvoir survivre à ces tronçonneuses. Même si au cœur de leur jungle, les Rimba ne voient pas l'ensemble de la dévastation des forêts primaires de Sumatra, ils n'en ressentent pas moins l'effet de peau de chagrin qui les cerne. Leur territoire se réduit au rythme des mécaniques dévastatrices et des feux de forêt qui ne tardent pas à les suivre.
La situation a vraiment changé à partir donc, de la fin des années 60, quand l'Indonésie a ouvert l'exploitation de ses forêts. Et là, jusqu'alors, les forêts étaient relativement denses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de défrichement très important, ou c'était plutôt des fronts de quelques hectares, soit pour des petites plantations de colons, soit pour des agriculteurs itinérants, donc des superficies très très limitées. Et le reste de la forêt était dense. De tout temps, la culture sur brûlis était pratiquée en lisière des forêts. Les feux étaient allumés juste avant la mousson qui les éteignait. Les pluies arrivaient en temps et en heure et jouaient leur rôle d'extincteur naturel. La saison sèche n'existait pas et le taux d'humidité était suffisant pour empêcher les incendies de se propager. À partir des années 60 et surtout 70, il y a eu croisement de deux phénomènes. L'exploitation forestière, qui a ouvert des voies dans la forêt, qui vont permettre à un air plus sec de rentrer, de dessécher, là où avant on avait une canopée jointive, donc l'humidité restait à l'intérieur des forêts. Là maintenant, comme il y a des routes, eh bien, l'humidité elle peut s'échapper quand il y a plusieurs mois de sécheresse. Et en même temps qu'il ouvrait ses routes, eh bien, il fragilisait les forêts, il laissait du bois mort, donc il la rendait plus susceptible de brûler. Et en même temps, il y a eu le développement de grands programmes de déplacement de population, qu'on appelle en Indonésie la transmigration, pour dédensifier les régions les plus peuplées, particulièrement les îles de Java et Bali, et donc envoyer des migrants vers des îles moins peuplées. Et là, donc, il y a eu des défrichements sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'hectares pour permettre d'installer ces populations avec des brûlis qui se sont répandus dans les forêts fragilisées par l'exploitation forestière. À partir des années 70, le gouvernement indonésien lance un programme de déplacement des populations afin de corriger le déséquilibre démographique au sein de l'archipel. Les forêts sont vues comme des territoires à coloniser. Dans l'île de Sumatra, la province de Jambi devient l'une des principales destinations de ces transmigrants. Dans cette région, la pression s'accroît sur les terres fertiles. Des milliers de paysans sans terre affluent dans cette grande île forestière et vont devenir les agents d'un vaste programme de conversion des terres. C'est à l'orée de la jungle des Rimba que la famille Tidur, originaire de Java, s'est établie il y a 20 ans. Oui, je vais vous dire pourquoi je suis parti. Quand j'habitais Java, j'avais faim et je n'avais pas de travail. Il y a eu des représentants du gouvernement qui ont fait le tour de mon village pour nous proposer de participer au programme de la transmigration. Mais je ne voulais pas partir. Ils m'ont garanti que j'aurais de quoi manger pendant 1 an, que j'aurais une maison, qu'il y aurait des écoles pour mes enfants et des mosquées pour ma religion, ainsi que 3,5 hectares de forêt. Chaque année, près d'une centaine de milliers de familles se voient octroyer 2 hectares de terre dans des zones de forêt primaire, provoquant ainsi des fronts de défrichement de plus en plus étendus. Les communautés locales comme celle des Rimba perdent leurs droits traditionnels sur leurs espaces forestiers.
Il faut savoir à qui appartient la forêt si on veut pouvoir désigner un responsable quand quelque chose arrive. Or, le statut foncier n'est pas clairement défini dans des pays comme l'Indonésie. Nombreux sont ceux qui essaient de faire valoir leur droit de propriété sur la forêt. La communauté locale la revendique comme étant sienne, le gouvernement aussi, et les entreprises également. Donc à qui appartient la forêt? Cela reste à définir si l'on veut une bonne gestion à long terme. Une nécessité absolue, d'autant que les petits paysans ne sont plus les seuls à transformer la jungle en espaces agricoles. Et à ça, s'est ajouté, alors là surtout depuis le début des années 90, le phénomène de l'agro-industrie. Et là, avec des défrichements aussi qui se font sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'hectares. Avec 3 millions d'hectares, les plantations de palmiers à huile recouvrent près du 10e de la surface de Sumatra. L'huile végétale, après le coup de grâce porté aux forêts, va devenir la première exportation de l'île. Ce processus de conversion des forêts s'est produit sur une très grande échelle et résulte d'une volonté du gouvernement. En outre, il a eu lieu principalement pendant une période de sécheresse, ce qui explique que le feu se soit propagé à ce point. Il y a deux questions fondamentales. Qui craque l'allumette et où ira le feu une fois que l'incendie se sera déclenché? On a pu caler les images spots montrant là où il y avait les incendies sur des cartes topographiques et on s'est rendu compte qu'en fait c'était les compagnies elles-mêmes et non pas ces pauvres agriculteurs itinérants qui étaient responsables de l'essentiel des incendies. L'impact des transmigrants sur les forêts est dérisoire par rapport aux enjeux financiers que représente l'industrie du bois exotique. Un arbre centenaire de 10 mètres cubes peut se vendre officiellement ou clandestinement de 1000 à 1500 euros. À ce prix-là, on les coupe, on les vend et on brûle les résidus pour planter des palmeraies qui, à leur tour, rapporteront. Quand on voit qu'il peut y avoir des dizaines ou des centaines d'arbres dans un hectare et que les concessions peuvent faire des centaines de milliers d'hectares, on arrive vite à des chiffres qui se calculent en millions de dollars. Dans un pays considéré comme pauvre, la tentation d'exploiter plus ou moins légalement ou de favoriser l'exploitation tout court est quand même très très forte. Les arbres, c'est la maison des dieux. Donc si on coupe un arbre, c'est comme si on détruisait la maison d'un homme. Si quelqu'un coupe un arbre sacré, il doit être puni. Il va payer 500 pièces de coton à la communauté. C'est le Dieu suprême qui a planté la forêt.
Chaque arbre a un nom, mais tous les arbres ne sont pas habités par des dieux. Et si on détruit un arbre habité par un dieu, il se déplace dans un autre arbre. Il y a aussi des arbres habités par des ancêtres. Il y a des arbres plus importants que les autres. Il y a des arbres qui sont plus utiles au rimba que d'autres. Au rythme actuel, d'ici une dizaine d'années, tous les arbres des jungles anciennes de Sumatra auront quasiment disparu. En 1997, alors même que la sécheresse s'installe, la crise monétaire qui frappe l'Asie du Sud-Est touche de plein fouet l'économie indonésienne. La mise sous tutelle de l'Indonésie par le Fonds monétaire international conforte le choix politique d'une déforestation massive. Les forêts sont alors bradées pour attirer toujours plus d'investissements. L'Indonésie devient le premier exportateur mondial de bois tropical et de contreplaqué. Sur le port de Jakarta, les forçats du bois déchargent les cargaisons en provenance de Sumatra. C'est ainsi tous les écosystèmes d'une forêt qui sont engloutis dans les cales de ces bateaux. La forêt n'est pas rentable seulement du point de vue de l'exploitation du bois. Elle est utile aussi en termes de biodiversité, de captation d'eau douce et de séquestration du carbone. La forêt est utile pour tout ça. Il ne faut pas que les arbres cachent la forêt, puisque derrière ou au milieu de ces arbres, il y a aussi une biodiversité avec de très nombreuses plantes, des fougères, des orchidées, des herbes, et puis il y a aussi toute une faune très très riche de mammifères, d'insectes, de reptiles. Et donc là, cette biodiversité, si on la détruit, c'est comme des bibliothèques qui disparaissent, on ne la retrouvera jamais. L'enfumoir, c'est pour prendre le miel des abeilles. Avec la fumée, les abeilles ne me poursuivent pas. Mais aujourd'hui, ce que je crains surtout, c'est que la ruche soit vide, qu'il n'y ait pas de miel parce que la saison s'est décalée. Alors je regretterai de n'avoir pas attendu plus longtemps pour être sûr qu'il y ait plus de miel.
C'est incroyable, mais il ne reste presque plus d'animaux dans la forêt. On ne voit plus de tigres par ici. Et il n'y a presque plus de quoi chasser. Mon père disait qu'autrefois la chasse était bien plus prolifique. Il n'avait pas besoin de toujours partir à la recherche de nourriture. Parfois, il pouvait rester 5 ans sans devoir changer de place. Si vous vous coupez la peau, qu'est-ce qui se passe? Les microbes entrent et peuvent infecter la plaie. Et la forêt, c'est pareil. On change un équilibre. Et si c'est fait sur une trop grande échelle, on peut induire des processus plus irréversibles quant à l'évolution de cette forêt, donc une dégradation plus tangible. Et enfin, il ne faut pas oublier, c'est que notre activité a une influence sur le climat, et le climat évolue, et la forêt, qui est quelque chose qui a une grosse inertie, qui évolue lentement, les arbres mettent longtemps à pousser, ça évolue lentement. Si les changements viennent trop rapidement, elle a de la peine à s'accoutumer, la forêt a de la peine à s'équilibrer. Et si en plus on la coupe, on la dégrade, elle va avoir d'autant plus de peine à récupérer et à se régénérer, alors que traditionnellement, ces milieux subissaient des changements climatiques ou de l'action humaine de manière beaucoup plus aisée, puisqu'ils avaient le temps de réagir, le temps de s'adapter, d'évoluer. La plupart des pays en voie de développement, dont l'Indonésie, ont beaucoup de mal à s'adapter au réchauffement climatique. Cela dit, bon nombre d'écosystèmes, y compris l'écosystème humain, sont très vulnérables. En matière de santé, par exemple, ce changement affecte terriblement la propagation des épidémies, car les conditions deviennent plus favorables aux facteurs de maladie. Ainsi, avec l'augmentation de la température, la malaria et la dengue vont se propager plus facilement qu'avant. Par conséquent, la propagation des maladies augmente de façon significative avec la hausse des températures. L'augmentation des températures va aussi affecter la production de nourriture, en particulier les céréales. En Indonésie, l'aliment de base est le riz, et sa production en subira le contre-coup. L'agriculture va gravement pâtir du réchauffement climatique. En effet, le cycle pluviométrique va changer, ce qui va évidemment peser sur le secteur agricole et menacer notre sécurité alimentaire. Aujourd'hui, déjà, nous importons de la nourriture alors qu'avant nous en exportions. Notre productivité est en déclin, un phénomène qui va s'accentuer avec le réchauffement climatique. Importer de la nourriture coûte plus cher. Les habitants des zones urbaines pourront peut-être encore se le permettre. Mais comment feront ceux des zones rurales? Ce sont eux qui paieront le prix de ce réchauffement en voyant leur nourriture devenir de plus en plus chère. La question qui se pose est, un autre mode de développement est-il possible? Il ne s'agit pas tant de poursuivre une exploitation traditionnelle des ressources naturelles, comme la coupe et l'export du bois. Mais comment obtenir une meilleure valeur ajoutée à partir des arbres? Comment exploiter l'énergie verte et les biotechnologies afin de revaloriser ces ressources? Ce serait un mode de développement différent de la simple exploitation des ressources naturelles. L'Indonésie est un pays riche en ressources naturelles et nous avons toujours eu conscience de cette richesse.
Tadi jadi rumah, memang disuruh bepa, ada apa di Jawa Kiun. Nah, jadi kanci-kanci ini kepengen uang rimba mengambil lebah, mumpamono bentuknya nya kepengen menggambar. Kami nian beli. Ini nak pulang. Iya pulang. Iyalah. Sudah kan? I think for these people, they should be given their rights to protect this condition, to protect Je pense que their ces gens resources devraient avoir le droit de from protéger which les they, ressources naturelles dont ils sont tributaires pour leur harvest, survie. Resources and therefore, to survive. They should be given. C'est à eux que devrait revenir l'entière gestion de ces ressources, afin qu'ils puissent déterminer leur avenir. Ce serait une bonne chose. Like to see their relationship with nature. Of course, Leur rapport à la nature est beaucoup plus fort que le nôtre, parce que leur subsistance dépend en grande partie du bon état de leur environnement. Depend on the health of their environment right now. Il est très difficile actuellement de préserver les forêts car ça ne rapporte aucun bénéfice économique. Il faudrait soit des subventions, soit des systèmes incitatifs pour encourager cette tendance. Mais il ne faut pas que le coût occasionné retombe uniquement sur les autorités locales. Sinon, elles trouveront que l'abattage du bois est une activité plus rentable. En effet, un coup d'arrêt à la déforestation suppose un autre mode de développement. 130 000 km² de forêts primaires disparaissent chaque année dans le monde. Lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, à Montréal en décembre 2005, les pays du Sud, conscients que ce problème concerne l'ensemble de l'humanité, ont proposé que les pays riches prennent en compte la valeur écologique de leurs forêts. Par un mécanisme dit de développement propre, les pays industrialisés